Au volant de sa voiture, Béatrice revivait en pensée cette première journée chez Olivia Hudson. Elle n'y avait passé que quelques heures et déjà l'hôpital Sainte-Catherine la rappelait. Chaque fois qu'elle franchissait le portail de l'établissement, elle éprouvait une vive émotion. Elle avait sa place dans cette structure où l'on sauvait tant de vies humaines et elle en était fière. Le travail qu'elle avait choisi était exigeant et souvent épuisant, mais elle aimait par-dessus tout et elle aurait voulu de tout son cœur que son père le comprît. Quand elle se gara sur le parking réservé au personnel, elle prit plaisir à revoir le gigantesque bâtiment, resplendissant de lumière dans la nuit. Elle se sentait de nouveau chez elle. Elle a pensé que Joël, à cet instant, se battait en salle d'opération pour soigner les blessés. Elle se sentit bouleversée. Pour la première fois, ils allaient travailler au sein du même hôpital dans le même service. Aux urgences, il n'y avait plus un lit disponible et des chariots encombraient le couloir. Les membres du personnel permanent, aidés par des secouristes bénévoles, déployaient toute leur énergie auprès des blessés. Béatrice se hâtait vers le service de neurologie. Quand Tom Curtis, l'infirmier en chef, l'aperçut, c'était un homme d'une trentaine d'années, grand et athlétique, que l'on aurait volontiers imaginé sur un terrain de sport plutôt qu'aux urgences d'un hôpital. Béatrice, s'exclama-t-il, quelle chance pour nous que tu sois venue. C'est un véritable champ de bataille ici. Oui, c'est épouvantable. On ne sait plus où donner de la tête. Dans le fond de la salle, nous avons une enfant qui a été blessée dans l'incendie. Quand on nous a l'amenée, elle souffrait de difficultés respiratoires, mais nous l'avons soulagée. Elle a une entaille au cuir chevelu et je crains qu'elle n'ait une fracture du crâne. Il faut qu'elle passe un scanner. Elle est sous le choc et n'arrête pas de demander son père. Nous avons paré au plus pressé. Tu peux compter sur moi, dit Béatrice. Elle se dirigea aussitôt vers le lit où se trouvait la petite fille, et lorsqu'elle tira le rideau, sa gorge se serra. Le petit visage entouré de cheveux courts et bouclés, c'était celui de Gemma, la fille aînée de Tessa. Elle était très pâle et son front portait une plaie recousue de 3 points de suture. « Tante Béatrice, s'écria-t-elle, j'ai mal à la tête. Où sont papa et Amy ?» Le cœur de la jeune femme se glaça. Étaient-ils blessés eux aussi ? « Je ne sais pas, ma chérie, dit-elle d'un ton apaisant. Nous allons les retrouver. Raconte-moi ce qui s'est passé. » Nous étions chez Willoughby pour acheter des maillots de bain, dit Gemma en se mettant à pleurer. Tout à coup, il y a eu une fumée noire et tout le monde s'est précipité dehors. On m'a poussé, je suis tombé et j'ai été blessé à la tête. Béatrice sentit l'angoisse l'envahir, mais elle n'en laissa rien paraître. « Je vais chercher ta maman, dit-elle d'une voix calme. Tu iras mieux quand elle sera auprès de toi. » Elle téléphona au service de neurologie et à son grand soulagement, ce fut Tessa qui répondit. « Il faut que tu descendes tout de suite aux urgences, dit Béatrice sans préambule. »« Je ne peux pas, protesta son ami. Nous sommes submergés de travail. »« Gemma est ici. Elle faisait des courses chez Willoughby. Je ne sais pas où sont Sam et Amy. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. La jeune femme savait qu'elle venait de faire basculer la vie de Tessa dans l'horreur. « Oh mon Dieu !» l'entendit-elle murmurer. « J'arrive tout de suite. » Alors que Béatrice retournait au chevet de Gemma, Tom Curtis, frappé par son air bouleversé, l'arrêta. « Qu'y a-t-il ?»« L'enfant dont tu m'as parlé tout à l'heure est la fille aînée de mon amie Tessa. Son mari et la cadette se trouvaient au magasin avec elle. Les a-t-on amenés ici ?»« Pas à ma connaissance. Je vais me renseigner. L'incendie a été maîtrisé, mais les sauveteurs pensent qu'il y a peut-être encore des personnes qui sont restées prisonnières des décombres. Seigneur, faites que Sam et Amy soient sains et saufs, pria Béatrice. Quand Tessa se pencha sur sa fille, son visage était plus blanc que la coiffe qui couvrait ses cheveux roux. « Ma toute petite, » murmura-t-elle dans un sanglot. « Sam les a emmenés faire des courses pour les vacances et... » Sa voix se brisa. « Je sais, Gemma m'a raconté, » dit Béatrice. « Dès que Sam saura où on a transporté sa fille, il viendra la rejoindre avec Amy. Espérons qu'ils arriveront bientôt. » Les yeux de Tessa étaient noyés de larmes. « Et s'ils étaient ensevelis sous les gravats ?»« Tom est allé consulter la liste des admissions, » répondit Béatrice. L'infirmier revint un instant plus tard. « Désolé s'ils sont blessés. Ils ne sont pas chez nous. J'ai demandé à la réception que l'on téléphone aux autres hôpitaux. Dès qu'on saura quelque chose, on vous préviendra. » Tessa le remerciait des signes de tête. Une longue nuit d'angoisse attendait les deux femmes, et Béatrice décida de ne pas laisser son amie inactive. « Je voudrais que tu m'aides à emmener Gemma au scanner, » dit-elle à Tessa. Cette dernière acquiesça et serra un peu plus fort la main de sa fille. Avec précaution, elles déposèrent la fillette sur un chariot et l'emmenèrent en silence.
En proposant ce soir-là ses services à l'hôpital, Béatrice était loin de penser qu'elle trouverait la fille de Tessa parmi les victimes. Qu'est-il arrivé à cette petite fille demanda le radiologue. Béatrice le lui expliqua brièvement et elle attendit avec son ami les résultats de l'examen. Le scanner révéla une hémorragie interne au niveau du crâne. Il est inutile que le radiologue expliquât aux deux jeunes femmes à quel point le cas était grave. « Reste auprès de Gemma », suggéra Béatrice à son ami. « Je vais aller voir Joël. » L'infirmière de la salle de réanimation se précipita à sa rencontre. « Béatrice !» s'exclama-t-elle. « Vous êtes revenue parmi nous ?»« Oui, en un moment pareil. Ma place est ici, » affirma la jeune femme avec conviction. « Je cherche le docteur Daroubi. Il est toujours en salle d'opération ?»« Je pense qu'il ne devrait pas tarder à en sortir. Il est d'ailleurs attendu par les parents d'un jeune garçon qu'il vient d'opérer. L'enfant a été gravement blessé dans l'accident qui a eu lieu sur l'autoroute. Heureusement, nous avons un excellent chirurgien. »« Oui, c'est une chance, » murmura Béatrice. Les portes de la salle d'opération s'ouvrirent brusquement et Joël sortit à grands pas. Comme chaque fois qu'elle le voyait, elle sentit son cœur s'affoler. Le visage du chirurgien était calme et n'indiquait aucun signe de fatigue ni de tension nerveuse. Pourtant, elle crut voir une lueur de contrariété s'allumer dans son regard quand il l'aperçut. « Béatrice » s'écria-t-il, « que faites-vous ici ?»« Olivia m'a libéré de mes obligations envers elle, après avoir entendu un communiqué aux informations, où l'on faisait appel à tout le personnel disponible. » Il haussa les sourcils. « Et si elle ou ma mère avaient besoin de quelque chose ?» Lancelot est resté auprès d'elle, ne vous inquiétez pas. Je voulais vous voir pour une autre raison, reprit-elle. La famille de mon amie Tessa s'est trouvée prise dans l'incendie de Willoughby. Son mari et la plus jeune de ses filles n'ont pas encore été retrouvés, mais l'aînée, Gemma, est ici. Elle est blessée à la tête et le scanner a décelé une hémorragie cérébrale. C'est une adorable petite fille de 8 ans, acheva-t-elle en étouffant un songle. Cette famille représente beaucoup pour vous, n'est-ce pas ? Dit-il en effleurant sa joue. Oui, Tessa et Sam sont mes meilleurs amis et je suis très attaché à leurs enfants. Je ne pourrais pas supporter que... Cette fois, elle fondit en larmes. Joël ne chercha pas à la rassurer, c'était inutile. Elle savait aussi bien que lui que Gemma était en danger. « J'ai quelques personnes à voir, lui dit-il. Je vous rejoindrai dans un instant. Dites à votre ami que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sa fille. » Les larmes embuaient les yeux de Tessa tandis qu'elle regardait le chirurgien étudier les résultats du scanner dans le cabinet de radiologie. Gemma somnolait à présent, murmurant de temps en temps des paroles incohérentes. Les deux infirmières n'ignoraient pas que c'était un symptôme inquiétant. Le diagnostic de Joël confirma leur crainte. « C'est un hématome sous-dural, expliqua-t-il d'un ton neutre. Il faut que je l'opère immédiatement. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. » Comme Béatrice l'escomptait, il avait pris sa décision tout de suite et parlait à Tessa avec franchise. Faire des périphrases n'aurait servi à rien. Tessa connaissait les conséquences fatales que pouvait entraîner ce genre de blessure, et elle savait aussi qu'une intervention ne sauverait pas forcément la fillette. « Veillez à ce qu'on la prépare et qu'on l'emmène en salle d'opération, dit-il à Béatrice. Et vous, reprit-il en se tournant vers Tessa, vous devriez appeler les autres hôpitaux de la région pour demander si votre mari et votre petite-fille y ont été admis. Sainte-Catherine s'en charge, dit-elle d'une voix faible. Je vais téléphoner à la maison, on ne sait jamais. Oh, mais je ne trouverai personne. Jamais Sam ne rentrera chez nous sans Gemma. Elle avait raison, pensa Béatrice, mais il fallait que son amie demeurât occupée pendant que sa fille serait sur la table d'opération. Sinon elle n'y tiendrait pas, et l'intervention promettait d'être longue. Aussi, Béatrice conseilla-t-elle à Tessa de reprendre son service. Tant que deux gens ont en ce moment besoin de toi, lui dit-elle. En travaillant, tu auras l'impression que le temps passe plus vite. Avec effort, Tessa se leva. Je suis contente que tu restes auprès de Gemma. Elle a tant d'affection pour toi. Béatrice la prit dans ses bras. Garde confiance, murmura-t-elle. Elle est en très bonnes mains. Dès que Tessa fut partie après avoir embrassé sa fille encore une fois, Joël se tourna vers Béatrice. Je retourne au bloc opératoire, ne vous inquiétez pas. Je n'ai renoncé à me battre qu'une seule fois dans ma vie et je le regretterai à jamais. Perplexe, la jeune femme le regarda. Encore une allusion inintelligible pour elle, tout comme celle d'Olivia. D'un geste las, Joël se passa la main sur le front. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. Il eut un sourire désabusé. « Rien, je me disais que vous aimiez beaucoup les enfants et que vous n'avez pourtant pas donné à votre père un héritier pour reprendre le flambeau de sa chère société. » La jeune femme fut choquée par sa réflexion. Un moment plus tôt, il semblait si proche, face à une situation d'une extrême gravité. Tout ressentiment paraissait dissipé de part et d'autre. Elle se trompait, hélas. «
C'est vrai, j'aime les enfants, dit-elle d'un ton froid. Si mon père me reprochait de ne pas lui donner un petit-fils, je lui répondrais qu'il faudrait d'abord que je trouve un mari et jusqu'à présent... Je suis certain qu'il vous en trouvera un, dit vivement Joël. Il l'a déjà essayé. Que voulez-vous dire? Quand vous le verrez, vous n'aurez qu'à lui poser la question, répondit-il. Et sans laisser à la jeune femme le temps de réagir, il sortit de la pièce. Béatrice s'efforça de chasser de son esprit les paroles sibyllines qu'il venait de prononcer. L'heure n'était pas aux interrogations. Il fallait avant tout retrouver Sam et Amy et sauver Gemma. Sur ce dernier point, d'ailleurs, Béatrice avait pleinement confiance en Joël. Elle savait qu'il ferait de son mieux. La gorge serrée, Béatrice regardait Gemma partir pour le bloc opératoire quand Joël revint soudain et s'approcha d'elle. « Détendez-vous, ma chérie, dit-il d'une voix rassurante. J'y ai pratiqué beaucoup d'interventions dans ma vie et je sais combien vous aimez cette petite fille. Dès que ce sera terminé, je vous donnerai des nouvelles de son état. » Elle lui adressa un de ses rares sourires. « Merci, Joël, dit-elle reconnaissante. Les larmes aux yeux, elle sortit à son tour du cabinet de radiologie. Pourquoi l'avait-il appelée ma chérie? Ce mot ne signifiait sans doute rien pour lui, comme Joël se montrait si souvent sarcastique, elle avait dû l'utiliser par raillerie. Quand elle arriva à la réception, elle trouva Tessa près du téléphone, l'air abattu. « Je ne suis guère avancée, soupira-t-elle. Personne ne répond à la maison et d'après les réceptionnistes, Sam et Amy ne se trouvent dans aucun des hôpitaux de la région. Je ne sais plus quoi faire. Comment va Gemma? On vient de l'emmener en salle d'opération, répondit Béatrice. Tu es épuisée, reprit-elle en regardant son amie avec compassion. Je vais aller te chercher une tasse de thé. Elle s'élança dans le couloir. À cet instant, une femme dont on venait de panser les blessures en main traversa le hall comme une somnambule. Un peu plus loin, un petit garçon qui était resté sagement assis se mit à pousser des hurlements de protestation quand Tom Curtis voulut changer le pansement qui lui entourait la tête. Après avoir été sermonné par sa mère, il se laissa faire, puis il se mit à jouer comme si de rien n'était. Ah, le bandé. Tiens, ça te fera du bien, dit Béatrice en tendant un gobelet de thé brûlant à son ami. Quelques minutes plus tard, pendant que tu te reposes un moment, je vais voir ce que je peux faire pour retrouver Sam et Amy. Tessa lui adressa un regard bouleversé. J'ai vraiment peur pour Sam et Amy. Si on ne les a pas encore trouvés. Béatrice mit un bras autour des épaules de son ami. Alors, essayons de ne pas imaginer le pire, étant que nous ne savons rien. Je vais appeler la police, ils pourront peut-être nous aider. Un des postes téléphoniques venait de se libérer. Elle composa le numéro et attendit qu'on lui répondit tandis que son ami la regardait pâle d'angoisse. « Commissariat de police, je vous écoute, répondit une voix. Je suis à la recherche d'une personne qui se trouvait chez Willoughby au moment de l'incendie, commença Béatrice. Elle allait poursuivre quand elle aperçut un homme portant un petit enfant dans ses bras. Ses cheveux bouclés étaient couverts de suie et de son visage noirci, on ne distinguait que les yeux. Il s'approcha du comptoir de la réception en essayant de réconforter l'enfant qui pleurait de fatigue et d'énervement. Avec lenteur, elle reposa le combiné et effleura l'épaule de son ami. « Regarde, dit-elle dans un souffle. Tessa tourna la tête et son visage s'éclaira. « Sam » s'écria-t-elle. « Oh, Sam !» En la voyant s'élancer vers son mari, Béatrice se sentit libérée d'un grand poids et ses yeux s'emplirent de larmes. Ils étaient vivants. Presque aussitôt sa joie fit place à l'inquiétude. Là-haut, au premier étage, une petite fille était en train de subir une opération délicate, dont l'issue pouvait être fatale. Mais au moins, les 3 autres membres de la famille étaient réunis, sains et saufs. « Sam, je suis si heureuse qu'il ne vous soit rien arrivé, » s'écria-t-elle en s'approchant. « Nous avons vécu un cauchemar, » fit-il avec lassitude. « Je vous raconterai plus tard comment nous avons réussi à nous en tirer. Mais dites-moi tout de suite, » ajouta-t-il d'une voix tremblante d'angoisse. « Où est Gemma? Je l'ai perdue au moment où j'ai réussi à prendre Amy dans mes bras. Elle a été emportée dans la bousculade. Oh Tessa, j'ai pourtant fait ce que j'ai pu, tu sais. Gemma a dû être emmenée par une des premières ambulances qui sont arrivées. Est-elle à Sainte-Catherine ?» Tessa, trop émue, ne pouvait parler. Elle tenait Amy serrée dans ses bras. Ce fut Béatrice qui répondit. « Oui, Sam, Gemma est ici, mais autant te dire la vérité. Elle a reçu un choc violent à la tête qui a provoqué une hémorragie. Le docteur Darrowby est en train de l'opérer. »« En ce moment ?» s'exclama-t-il d'une voix blanche. « Mon Dieu, c'est affreux !»« Le docteur Darrowby est l'un des meilleurs neurochirurgiens qui soit, » dit Béatrice d'un ton rassurant. « En quoi consiste l'intervention ? Il faut pratiquer une trépanation pour résorber l'hémorragie. » Le visage de Sam se crispa. « Oh, ma pauvre Gemma, elle est si petite. »
Garde confiance, reprit Béatrice. Je vais te montrer où vous pouvez vous laver, Amy et toi, et ensuite j'irai vous chercher quelque chose à manger. Amy a peut-être faim, mais en ce qui me concerne, un café me suffira. J'ai la gorge trop nouée pour pouvoir avaler quoi que ce soit. Un moment plus tard, Béatrice se rendit dans le service de neurologie. Elle avait installé Tessa, Sam et Amy qui s'étaient endormis dans une petite salle de repos réservée au personnel. Quand elle aperçut Béatrice dans le couloir, le visage rond de l'infirmière Brenda McGregor s'éclaira d'un large sourire. « Béatrice » s'exclama-t-elle, « comme je suis contente de vous voir. Je venais juste de rentrer chez moi après mon service quand on m'a rappelé. Mes pauvres pieds n'en peuvent plus. Ils auraient bien besoin d'un séjour en orthopédie, mais ce ne sera pas pour tout de suite, je le crains. Maintenant, il y a d'autres urgences. » Béatrice ne put s'empêcher de sourire. Les lamentations de Brenda au sujet de ses pieds étaient légendaires, mais c'était une infirmière compétente et tout le monde l'appréciait. En plus, nous devons nous passer de Tessa, reprit Brenda. Attends des nouvelles de son mari et de sa petite fille? Ils sont sains et saufs. Ah, quel soulagement. J'en suis heureuse. Et maintenant, si vous avez quelques minutes, je peux vous mettre au courant de la situation dans le service. Vous allez rester, je suppose. Oui, pour l'instant. Comme vous le savez sans doute, j'ai accepté un travail d'infirmière privée. Ma patiente est en voie de guérison, mais je la rejoindrai dès que l'urgence sera passée. Béatrice pénétra dans la grande salle, suivie de Brenda. Tous les lits étaient occupés, on en avait même installé 2 supplémentaires. Cet endroit familier où elle avait travaillé si longtemps avec une sereine efficacité lui paraissait étrange. Elle avait l'impression qu'un temps fou s'était écoulé depuis que Joël avait de nouveau fait irruption dans sa vie. Elle avait éprouvé tant d'émotions et si diverses qu'elle se demandait si c'était elle-même ou le monde autour d'elle qui avait changé. 2 hommes au teint pâle et aux cheveux bruns et bouclés se tenaient près d'un lit au fond de la salle. Elle pensa qu'ils devaient appartenir au groupe de nomades dont Joël lui avait parlé. Elle apercevait à peine le visage de la femme qu'il semblait veiller. « Qui est-ce » demanda Béatrice. « La patiente s'appelle Roxy McCabe. Le docteur Darby l'a opérée ce matin. Elle vient d'un campement qui se trouve à Alderley. Tous les membres de sa famille l'ont accompagnée à l'hôpital. C'était impressionnant quand je les ai priés de sortir. Ils m'ont regardé de travers. J'en ai eu froid dans le dos. »« Oui, Joël m'a parlé d'eux, » dit Béatrice sans réfléchir. « Joël » s'écria Brenda. « J'ignorais que vous appeliez le docteur Darby par son prénom. »« Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps, » s'empressa d'expliquer la jeune femme. « En fait, je ne le connais pas si bien que ça. »« Ah bon ? Ce n'est même pas un mensonge, » pensa-t-elle avec amertume. « Comme je le dis toujours, reprit Brenda, si les spécialistes communiquaient davantage avec nous, ce ne serait pas un mal. » Elle se dirigea vers le lit qui se trouvait près de la porte. « Si vous voulez bien me suivre, je vais vous présenter les dernières admissions. » Béatrice baissa les yeux sur un jeune homme inconscient dont le visage enflé était couvert d'échymoses. Il était dans une des voitures prises dans le carambolage sur l'autoroute, expliqua Brenda. C'est incroyable qu'il n'ait aucune fracture des membres. Il est commotionné et souffre de contusions multiples. Le docteur Darby pense qu'il va devoir pratiquer une trachéotomie. La jeune fille dans le lit voisin était avec lui. La police souhaite les interroger tous les deux quand leur état le permettra. Elle a de nombreuses échymoses dans le dos et un éclat de pare-brise qu'elle a reçu dans l'œil droit. On lui a déchiré la cornée, mais elle ne risque pas de perdre la vue. Comme Béatrice examinait le pansement sur la blessure, elle remarqua que l'œil gauche de la jeune fille était ouvert et sans expression. « Elle est choquée ?»« Oui, quand on nous l'a amenée, elle était très agitée. »« Je crains que son état empire, il faut la surveiller de très près, » dit Béatrice. Le docteur Darby demandera sans doute des examens complémentaires. Le jeune garçon qui était atteint de la danse de Saint-Guy est rentré chez lui. Le docteur Darby a jugé qu'il pouvait aussi bien se reposer dans sa famille et qu'avec cet afflux de patients, il fallait libérer un lit. On vient de téléphoner des urgences pour m'annoncer l'arrivée d'un autre blessé. Nous accueillerons aussi la petite fille de Tessa quand elle sortira de la salle d'opération. Brenda passa une main là sur son front. « Je boirai bien une tasse de thé. » « Reposez-vous un instant, » proposa Béatrice. « Je ne suis pas venue pour rester les bras croisés. » Dès qu'elle eut pris la relève, la jeune femme ne vit pas le temps passer. La dernière personne qui fut amenée dans le service avait été accidentée sur la route. C'était une femme âgée qui souffrait d'une blessure à la jambe et, d'après les résultats du scanner, d'une fracture du crâne. Tandis qu'on la déposait avec précaution sur un lit, son mari, qui semblait très anxieux, raconta comment s'était produit l'accident. Nous allions dîner chez des amis. C'est exceptionnel. Nous sortons très peu, ma femme et moi. Soudain, la voiture qui se trouvait devant nous a fait une embardée et avant que j'aie eu le temps de freiner, j'ai percuté l'arrière du véhicule.
Il baissa les yeux sur sa femme, frêle et immobile dans le sol. Le choc a été très violent, reprit-il d'une voix tremblante. Agnès a été projetée contre le pare-brise. Si elle n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, elle aurait été tuée. Que de tragédie, pensait Béatrice. Cette fois encore, la vie de Jean, qui ne demandait qu'à être heureux, avait tout à coup basculé dans un cauchemar. La voix de Joël l'interrompit soudain dans ses réflexions. Gemma est en salle de réanimation, ses parents sont auprès d'elle. Béatrice se retourna et leva vers lui des yeux interrogateurs. Alors, demanda-t-elle dans un souffle. J'ai vu pire, dit-il laconique. Je crois qu'elle s'en sortira. Soulagée, reconnaissante, elle oublia un instant sa fatigue. Merci, Joël, murmura-t-elle. Merci pour Gemma. Nous vivons des moments difficiles, mais heureusement vous êtes là. Il eut un sourire las. Votre présence m'a beaucoup apporté. J'ai pu constater combien votre collaboration était efficace. Dommage que nous n'ayons pas travaillé ensemble depuis tant d'années. À qui la faute? Ce n'est certainement pas la mienne, répondit-il avec froideur, en examinant le dossier du prochain patient. Ce n'est pas la mienne non plus, répliqua-t-elle sur le même ton. Le visage de Joël se crispa. Je suis parti parce que j'étais de trop. Comment? S'exclama-t-elle stupéfaite. C'est moi que vous paraissiez considérer comme une gêne. Rétrospectivement, je crois que ni l'un ni l'autre, nous n'étions clairvoyants, dit-il sèchement, comme pour clore le débat. Elle traversa le couloir et alla rejoindre Brenda qui était au chevet de Roxy McCabe. Pendant le reste de la nuit, Béatrice fut trop occupée pour s'interroger sur l'énigme que représentait Joël Darrow. La vieille dame eut un arrêt cardiaque. Son mari s'évanouit en apprenant la nouvelle et on l'installa aussitôt dans une petite salle réservée au service. Lorsque les premières lueurs de l'aube apparurent dans le ciel, Béatrice commença à comprendre pourquoi le docteur Smith lui avait conseillé de différer son retour à Sainte-Catherine. Elle n'en pouvait plus. Elle sentait ses membres raides et douloureux et elle n'avait mal à la tête. Mais c'était son cœur qui la faisait le plus souffrir. Pourquoi Joël refusait-il d'admettre que c'était lui qui l'avait abandonnée, qu'il lui attribuait la responsabilité de leur rupture la rendait malade? Pourtant, malgré sa tristesse et sa fatigue, elle éprouvait une certaine satisfaction. La vieille dame et Roxy McCabe avaient toutes les deux repris conscience. Quant à l'état des autres blessés, il n'inspirait plus aucune inquiétude. Après les mots un peu vifs qu'ils avaient échangés cette nuit, elle n'avait pas eu de nouvelles de Joël. S'il avait pris un moment de repos, il n'avait en tout cas pas cherché à le passer en sa compagnie. Sam avait ramené à la maison sa petite fille qui, tombée de sommeil et seule, Tessa était restée au chevet de Gemma. Apaisée, le visage confiant, elle veillait son enfant. Elle va rester en observation pendant quelque temps, dit-elle à Béatrice, sauf complications imprévues dans les prochains jours. Elle devrait très bien se remettre, tu sais, ton ami est merveilleux. Du bout des doigts, Béatrice effleura le petit visage ensommeillé de Gemma. Ce n'est pas mon ami, dit-elle avec un sourire mélancolique. À 8 heures, Béatrice était prête à quitter l'hôpital. Brenda était rentrée chez elle pour se reposer quelques heures et de nouveaux membres de l'équipe de jour étaient arrivés. La crise était passée. Fidèle à sa réputation, le personnel de Sainte-Catherine maîtrisait désormais la situation. Avant de partir, Béatrice observa son visage dans le miroir de la salle de repos. Elle était très pâle et avait les yeux cernés. Était-ce bien hier qu'elle avait quitté la maison d'Olivia? Il lui semblait que cela faisait une éternité. À la pensée d'avoir abandonné ses deux patientes pendant 12 heures, elle se sentit vaguement coupable. « Tu étais là où l'on avait le plus besoin de toi », se dit-elle aussitôt. Elle décida quand même de ne pas perdre une minute et de prendre la route sur le champ. Tant pis pour la douche et le petit déjeuner. Lancelot allait sans doute très vite se lasser de son rôle de garde-malade. En sortant du bâtiment, elle prit une profonde inspiration. L'air frais de ce matin d'été la réconforta. Elle était en train de descendre l'escalier de l'entrée principale quand la voiture de Joël s'arrêta au pied des marches. « Montez !» cria-t-il. Dans l'état de fatigue où elle se trouvait, Béatrice n'avait aucune envie de l'affronter. De plus, elle était agacée par ce ton impérieux. « J'ai ma voiture, dit-elle avec calme. Je sais, je vous la ferai ramener chez Olivia demain. » Sa voix s'était radoucie, comme s'il parlait à un enfant. « Cette nuit a dû être très éprouvante pour vous. Vous n'êtes pas en état de prendre le volant. » L'intérêt inattendu qui lui témoignait eut raison des réticences de la jeune fille. Elle sentit des larmes lui brûler les paupières. Tout à coup, conduire lui parut au-dessus de ses forces. « Vous avez raison, dit-elle. C'est plus raisonnable, mais en approchant de la voiture, elle découvrit que Joël n'était pas seul.
Une jeune fille à l'épaisse chevelure d'un noir de jet était assise à côté de lui. Elle se retourna vers Béatrice et lui adressa un sourire timide. Avec son teint olivâtre et ses yeux en amande, l'adolescente était d'une beauté fragile, pleine de fraîcheur. Béatrice devait de la ravissante Thaïlandaise dont lui parlait Olivia, et elle s'installa sur la banquette arrière. Joël les présenta l'une à l'autre avant de démarrer. J'ai travaillé avec le père de Maylin en Thaïlande. Elle vient de terminer sa première année d'études de médecine à l'université. Elle va poursuivre sa formation à Sainte-Catherine. Je suis ravi de vous rencontrer, dit Maylin d'un ton charmant et un peu guindé. Elle avait une voix grave et douce et son regard rempli d'adoration pour Joël n'échappa pas à Béatrice. Nous allons déposer Maylin à la résidence universitaire, puis je vous ramènerai chez Olivia, fit Joël en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Béatrice se vit soudain dans le rétroviseur, son visage était blême et fatigué. Je dois ressembler à une fleur fanée à côté de cette petite orchidée, songea-t-elle avec amertume. Ils parvinrent bientôt sur le campus. Je reviens tout de suite, dit Joël en allant ouvrir la portière de la jeune Thaïlandaise. Maylin dit au revoir à Béatrice, et tandis que celle-ci les regardait s'éloigner, elle sentit son cœur se serrer. D'un bras protecteur, il enserrait la taille fine de la jeune fille, et la tête penchée vers elle, il paraissait l'écouter avec attention. Au pied de l'immeuble, ils se retournèrent l'un vers l'autre, et Béatrice retint son souffle. Il parut hésiter, puis il posa ses lèvres sur la bouche délicate. La jeune femme détourna les yeux. Comment osait-il se comporter de cette manière en sa présence? Mais elle n'eut pas le loisir de réfléchir davantage à cette question. Déjà, il était remonté dans la voiture et il redémarrait. Il roulait depuis un quart d'heure sur la route qui les conduisait vers le Cheshire et Béatrice était restée silencieuse. Elle revoyait la scène à laquelle elle venait d'assister. La jeune fille était ravissante et de toute évidence, elle était très amoureuse de Joël. Quant à lui, il ne s'était pas fait prier pour l'embrasser quand elle avait levé son visage vers lui. « Si c'est elle qui l'aime, je dois l'accepter », se disait Béatrice pour lutter contre son chagrin. Son séjour chez Olivia ne serait pas éternel, et dès que la comédienne n'aurait plus besoin de ses services, la jeune femme reprendrait ses fonctions à Sainte-Catherine et retournerait à son existence tranquille et si terne. Joël semblait détendu, nullement gêné par ce qui venait de se passer. Il finit par rompre le silence. Depuis son arrivée en Angleterre, Maylin s'adresse à moi chaque fois qu'elle a besoin d'aide. J'ai promis à son père de veiller sur elle. C'est très aimable de votre part, dit Béatrice d'un ton poli. Ne voyait-il donc pas que la jeune fille était éperdument amoureuse de lui? Elle a besoin d'être rassurée, ajouta-t-il. N'en avons-nous pas tous besoin, répliqua-t-elle avec aigreur. Le visage de Joël se crispa. Pas vous, Béatrice. Mademoiselle Markham garde toujours son sang-froid. Sans répondre, Béatrice laissa aller sa tête contre le dossier et ferma les yeux. Elle était trop fatiguée pour discuter. Il faisait chaud et elle commençait à s'assoupir avant de sombrer dans le sommeil. Elle se dit encore que Joël la connaissait décidément bien mal.